Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter le livre Le chemin initiatique des énergies animalières, le tome 1, qui vient de sortir en auto-édition. C'est une encyclopédie, un manuel de travail. C'est absolument pas un roman, c'est pas un livre à lire d'une traite. C'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner sur votre chemin toute votre vie. L'idée étant de regrouper les énergies des animaux, soit pour un travail de développement personnel, soit à utiliser dans les soins énergétiques. Vous avez donc plusieurs méthodes pour utiliser cet ouvrage. Je vous invite à lire le chapitre Introduction, qui va vous expliquer comment cet ouvrage est né et ce qu'il peut vous apporter. Vous avez ensuite comprendre les énergies animalières, et là ça vous donne tout un tas de petits renseignements. Comment utiliser cet ouvrage et les différents points d'ancrage. Donc les points d'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est des points qui peuvent, comment je dirais, vous permettre de trouver l'énergie d'un animal qui n'est pas dans le livre. Parce que même s'il y en a 111, ils sont pas tous là. Donc ça nous permet, en fonction de l'animal, de quoi il se nourrit, s'il est sédentaire ou migrateur, comment il se comporte avec sa descendance, comment il se comporte avec son partenaire, etc., etc. Ça vous donne des indications sur son énergie. Vous avez plusieurs points d'ancrage là-dessus. Vous avez également, par exemple, la couleur. Si jamais l'animal se présente à vous d'une couleur qui n'est pas sa couleur naturelle. Ça vous donne une information aussi supplémentaire sur son énergie. Comment se connecter aux énergies animalières à partir de la page 25. Vous avez dans cet ouvrage plusieurs méthodes. La première, qui se trouve grâce au QR code de la page 27, c'est de la méditation guidée. C'est une méditation qui va justement vous accompagner à travers les éléments jusqu'à un espace de communication où vous allez pouvoir appeler l'énergie nécessaire pour votre situation. Donc on se prend d'abord quelques instants pour se mettre dans sa situation donnée, ce qu'on a besoin de vivre en ce moment, quel est l'animal qui peut nous aider pour cette situation. Vous prenez la méditation et vous avez l'animal ou les animaux qui se présentent. C'est la méthode la plus simple et la plus adaptée à tout le monde, puisqu'il suffit juste d'un casque et se laisser guider. La deuxième méthode, ça va être les planches à pendule. Donc vous avez les 3 planches avec les 111 animaux répartis et une planche 1, planche 2, planche 3 pour savoir laquelle on utilise. Donc c'est facile, avec votre pendule, vous vous mettez sur le logo, vous vous portez aussi sur cette situation que vous devez vivre et vous demandez quel est l'animal qui peut vous aider à traverser cette situation. Autre méthode, vous avez à la fin, page 533, l'index par mots-clés. Ici, vous pouvez rechercher dans les mots-clés, travailler par exemple notre ancrage, notre claire connaissance, etc., etc. Et vous avez la liste des animaux qui peut vous aider aussi à travailler certains points précis. Vous avez la méthode du hasard qui n'existe pas, hein. On ouvre la page et hop, on a l'animal, voilà, version oracle, on choisit celui qui nous vient. Et voilà, vous avez tout un tas d'animaux, 111 fiches. Certaines fiches regroupent plusieurs animaux, donc il y a plus que 111 animaux, hein. Par exemple, lapin et lièvre sont ensemble. Chaque fiche est passée sur le même design, c'est-à-dire vous avez voilà, sa photo, les petites mots-clés, l'élément à laquelle il est relié, le petit texte explicatif version scientifique, hein, de quelle famille il vient, quels sont ses cousins, etc., etc. Et à chaque fois, vous avez une partie, sa manière de vivre dans son milieu naturel, et la liste des énergies du coup que cela nous apporte. Donc vous avez plusieurs petits textes comme ça. L'idée de ce livre, c'était de ne pas seulement
lister les énergies des animaux en version canalisation, mais aussi justement de faire le lien entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre sa méthode de fonctionnement dans son milieu naturel et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre quotidien. Par exemple, la baleine, quand elle sort elle fait ses sauts en dehors de son élément naturel, elle n'a pas spécialement besoin naturel de le faire, elle le fait uniquement par plaisir, par jeu. Donc elle peut nous inviter justement à sortir de notre zone de confort. Donc chaque fois qu'on a une situation où on a besoin de sortir de notre zone de confort, on peut appeler l'énergie de la baleine qui peut nous aider justement grâce à son énergie à nous libérer de ça. Le scorpion, lui, peut venir nous aider à délimiter notre territoire, par exemple. Le lion peut nous aider à travailler notre rayonnement et notre posture. Donc c'est vraiment juste des petits exemples, parce que l'animal, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent nous accompagner. Donc chaque fois qu'on est dans une situation donnée, et qu'on ne sait pas comment réagir, quel comportement, quelle énergie avoir par rapport à cette situation, on fait appel à l'énergie animalière nécessaire et il vient nous apporter son énergie, son aide pour pouvoir travailler cette situation. Un petit exemple qui me vient, il y a quelques années, j'étais dans une situation, dans une séparation et je ne savais pas trop comment comment me sortir de cette situation qui était un petit peu répétitive. Je suis partie en méditation, j'ai demandé l'énergie nécessaire et je me suis retrouvée face à un lion qui était dans une cage de cirque. Voilà, tout abîmé, tout maigre, tout apeuré, tout lacéré, etc. etc. Et je n'arrivais pas à approcher ce lion puisqu'il était en mode très peureux. Donc j'ai dû, à travers la grille, lui envoyer de l'énergie, lui envoyer des soins, lui envoyer de la nourriture à travers les barreaux, etc. etc. Et je l'ai appelé tous les jours, pendant plusieurs semaines, où tous les jours j'allais lui faire cette séance à lui, jusqu'à ce qu'il me laisse rentrer, m'approcher déjà, puis rentrer, puis ouvrir la cage et le laisser sortir et retrouver sa liberté. Ce lion, c'était en soignant ce lion dans ces méditations, c'était effectivement une partie de moi que je soignais à travers lui. Tous les animaux qui sont présents dans ce livre, on a leur énergie en nous. Ce n'est pas des éléments extérieurs, c'est des éléments en nous. Certains ont besoin d'être apaisés, d'autres ont besoin d'être réveillés. Donc c'est en fonction de ça qu'on va venir travailler. Je couperai parce que je n'ai plus les mots. Voilà. C'est compliqué, hein, voilà. Alors, comment sont venues à moi les énergies animalières? C'est intéressant d'en parler. Il y a quelques années, en 2017 exactement, je faisais mes premiers soins énergétiques et une personne sur ma table pour faire un soin. Je ressens au milieu du soin une très très lourde énergie, quelque chose de vraiment très puissant. Et je vois dans ma pièce un énorme ours qui se dressait comme ça, vraiment devant moi. Très impressionnée, mais sans savoir vraiment ce qu'il faisait là au début. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est l'animal médecine, ce qu'on appelle communément l'animal totem de la personne. Ok, j'accueille. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette information-là. Je finis mon soin et effectivement, cette personne me dit à la fin de son soin que dans un voyage chamanique, elle a découvert que son animal médecine, c'était l'ours. Donc je me dis, je suis en capacité de voir l'animal médecine de la personne, je ne sais pas pourquoi. Et les séances qui ont suivi, je reçois la visite de tout un tas d'animaux, mais vraiment regroupés dans ce qu'on appelle les animaux médecine chamaniques, c'est-à-dire les plus connus, le loup, l'aigle, etc., etc. Jusqu'au jour où, dans un soin, je reçois la visite d'un animal. On n'a pas spécialement envie d'avoir en animal médecine, le ver de terre, qui arrive énorme, pour pas que je le rate, vraiment face à moi. Et là, je me recule et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'était la première fois que je posais la question. Et il me dit, je viens t'aider à nettoyer. J'ai vu son énergie rentrer dans les intestins de la personne, faire vraiment tout le circuit.
nettoyer, 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 et repartir. Et je vois vraiment les intestins de la personne qui se met à briller, à illuminer, etc. Et en discutant avec cette personne, effectivement, elle était depuis plusieurs années dans un deuil qu'elle n'arrivait pas à digérer. Tous les matins, elle se levait et elle revivait le jour de l'enterrement de son mari, depuis des années. Et le ver de terre était venu aérer, digérer toutes les émotions dans son système digestif. C'est là où je me suis dit que effectivement ces animaux qui venaient, ils n'étaient pas là pour la déco et ils venaient vraiment apporter leur aide. Et c'est comme ça que j'ai commencé tous les soirs en rentrant de séance de me faire des petites fiches où je partais en méditation avec les animaux qui s'étaient présentés à moi dans la journée et je notais leurs messages. À la base, c'était pour moi. C'était pour s'ils revenaient, que je sache vraiment leur aide. Et au fur et à mesure, je me suis fait vraiment un bon petit classeur avec des petites fiches, etc., etc., jusqu'au jour où on a commencé à me demander où on pouvait trouver ces infos, est-ce que j'avais l'intention d'en faire un livre, etc. Et bon, au début, c'était non, je ne voulais pas faire de livre, c'était pas mon intention, etc. Seulement, ben voilà, quelques années après, force de demande autour de moi, cet ouvrage a fini par naître. Et vous est proposé aujourd'hui donc en auto-édition. Les animaux viennent sans qu'on sache lequel appeler. On n'est pas obligé d'apprendre le livre par cœur pour savoir dans un soin lequel appeler. Voilà. Si j'ai écrit le livre, c'est surtout parce que je n'ai pas spécialement de mémoire et que je suis incapable de vous dire exactement tout, par cœur non plus. Il y en a certains avec qui je travaille beaucoup et je connais les grandes lignes, mais c'est tellement illimité que même ce livre, si j'avais voulu, il ne serait jamais sorti tellement il y a des choses à noter encore dedans. D'où le fait que c'est juste un top 1. Donc il suffit que ce soit pour vous ou pour les personnes à qui vous faites une séance, de demander l'énergie animalière nécessaire pour telle ou telle situation et vous allez pouvoir avoir la visite d'une énergie animalière. Alors en fonction des codes de chacun, vous pouvez le voir si vous êtes dans la clairvoyance, vous pouvez l'entendre si vous êtes dans la clairaudience, vous pouvez juste le ressentir si vous êtes dans le clair ressenti. Et il suffit juste de le laisser travailler et libérer ce qui a besoin d'être libéré ou réveiller ce qui a besoin d'être réveillé. Pour nous, c'est pareil, en auto-soin, sur notre chemin de développement personnel. C'est vrai qu'on est dans ce milieu où on voit des signes partout, on utilise tous les signes, etc. Et on peut facilement se mélanger dans les signes. Je fais partie de ceux qui pensent que tout n'est pas un signe. Ça fait un petit peu débat, mais c'est comme ça. Souvent, on est dans une pièce, les fenêtres ouvertes, il y a un papillon qui rentre et tout le monde se regarde pour savoir pour qui il est. Pour moi, il est rentré parce que l'énergie était sympa. Voilà. Si vous avez une pie dans votre jardin, c'est normal. On partage ce milieu avec les animaux. Donc quand ils arrivent en réel, c'est juste parce qu'on partage leur animal, enfin leur territoire, je veux dire. Là où ça peut être intéressant, c'est si c'est constamment. Voilà, si votre pie elle est devant votre fenêtre et puis qu'elle tape au carreau et qu'elle est là 3 jours de suite et qu'elle tape fortement au carreau, il y a peut-être des fortes chances qu'il ait quelque chose à vous dire. Mais sinon, pour moi, voir un animal dans son jardin ou une araignée sur son mur, c'est pas forcément la bonne information pour aller chercher absolument ce qu'il y a à faire. Le travail avec cet ouvrage et avec ces énergies animalières, c'est surtout vraiment dans un but de développement. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin d'une énergie à réveiller en moi. Qu'est-ce que je vais réveiller? On fait une ou l'autre des méthodes, comme je vous disais. On accueille l'énergie et on va venir travailler avec autant de temps que nécessaire. Il ne suffit pas juste de l'avoir en méditation, d'aller lire la fiche et de se dire c'est bon, le travail est fait. Ça, c'est vraiment un listing de ce que ça vous aide. Mais voilà, encore une fois, on va travailler en profondeur et on rappelle cet animal, on le vit vraiment en nous, dans chacune de nos cellules, toutes les énergies qui nous amènent à être réveillés. Voilà. Des questions? On peut avoir plusieurs énergies animalières en même temps? Oui. Oui, on peut avoir plusieurs énergies. Alors, soit chacune va s'occuper d'une tâche, on va dire, entre guillemets.
Soit on peut avoir aussi le cas de deux animaux qui vont venir se présenter en même temps, qui vont jouer ensemble, etc., etc. Même des animaux qui dans la nature n'ont rien à faire en même temps, hein. Je me suis déjà retrouvée dans une méditation avec un dauphin et un papillon qui faisaient des ronds dans la mer. Dans la nature, ça ne se passe pas. Généralement, quand les deux se présentent de cette manière, c'est pour trouver justement l'équilibre entre les deux énergies. Donc on va aller chercher les deux énergies dans le livre et on va essayer de trouver l'équilibre entre les deux pour se placer vraiment au milieu. Comment on sait que le travail avec un animal il est fini? Ou avec l'énergie animalière Quand il ne se présente plus. Ok. Tout simplement. Après, il est possible aussi qu'il ne se présente plus pendant quelques temps, puis qu'il revienne sous une autre forme. Cette histoire du lion, justement, que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où justement j'ai ouvert cette fameuse cage en lui disant « ça y est, tu es prêt, tu peux te libérer ». Je ne l'ai plus revu pendant plusieurs semaines, et puis un jour, il est venu, le lion et la lionne, pour un autre travail. Donc ils sont venus tous les deux, ils se sont placés chacun à côté de moi, et là ils étaient vraiment en mode protection. Donc on travaillait sur autre chose. Les blessures avaient été guéries grâce à l'énergie du lion que j'avais soigné dans cette cage, et ensuite il revenait avec sa femelle, donc pour l'équilibre justement féminin-masculin, et en mode protection, on est là et on stagne, quoi. Justement, en parlant de féminin-masculin, la plupart des animaux, peu importe si c'est une femelle ou un mâle qui vient, vous aurez un petit peu la même énergie, enfin le même listing. Sachant qu'évidemment, si c'est une femelle, elle vient vous inviter à travailler sur votre féminin, donc tout ce qui est émotionnel, intuition, etc. Alors que si c'est le mâle, on est plutôt sur l'action, la logique, tout ce qui est masculin. Il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, la poule et le coq n'ont pas du tout la même énergie. Donc vous le verrez dans le livre, ils ont chacun leur paragraphe. La poule, on est sur le côté maternel, prendre sous son aile, couver, donc au niveau des projets, etc. Le coq, on est plutôt sur travailler sur l'ego, voilà, et sur la protection, la domination, toutes ces notions-là. On a aussi le cerf et la biche qui sont un peu différents aussi. Ils ont quelques points communs, mais ils ont aussi des choses très, très différentes. Et en travaillant avec les deux, cerf-biche, justement, on peut aller travailler sur l'équilibre entre notre masculin et notre féminin. Voilà. Il y a quand même des énergies qui sont plus masculines que féminines. L'éléphant, par exemple, on est plus sur une énergie féminin. Le lien à la mère, le lien maternel, le côté protection maternelle, etc. On est vraiment dans des énergies féminines. Donc si c'est un mâle qui se présente, justement, il nous amène à amener justement toutes nos énergies féminines dans notre masculin. Et puis quand on est sur des énergies comme le puma ou le lion, là on est vraiment plus sur du côté masculin. Et donc si c'est la femelle qui vient, elle nous amène justement à mettre notre masculin au service de notre féminin. Est-ce qu'il y a des sous-catégories? C'est-à-dire? Par exemple, si on prend l'énergie du singe, oui. Est-ce que le singe qui se présente a une importance? Alors oui, vous avez dans ce premier tome une fiche singe et une fiche serpent qui sont des fiches plus générales et qui seront plus développées dans le tome 2, puisque forcément au niveau du serpent par exemple, le boa et la vipère vont pas avoir le même message. Donc on a un thème général et ensuite dans le tome 2 sera un peu plus développé ces choses-là. Et le singe, pareil, on a ici la fiche singe dans sa globalité, on a le gorille aussi, mais c'est tout. Et dans le tome 2, on va un peu plus développer justement chimpanzé, bonobo, etc., mystiti, qui vont avoir vraiment des énergies un peu plus complémentaires. Et c'est là où justement les points d'ancrage nous permettent d'avoir plus d'infos. C'est qu'en fonction de la race, on va dire, de l'animal qui se présente, le but étant d'aller chercher vraiment toutes les informations sur sa manière de se comporter dans le milieu naturel pour découvrir ce qui peut nous apporter en plus par rapport à sa fiche générale. Est-ce que tous les milieux sont représentés dans le livre? C'est-à-dire aquatique? Oui. Donc c'est relié à l'élément aussi. On a un petit peu de tout.
la terre, le feu. Donc le feu, on a par exemple les énergies de la salamandre, le cheval. Le cheval partage 3 éléments, terre, feu et air. Tout ce qui est varan aussi, c'est l'élément feu. On a l'air également et l'eau. Donc l'élément n'est pas forcément son milieu naturel, c'est-à-dire qu'on peut avoir un oiseau qui partage l'élément air avec l'élément terre, si c'est un oiseau qui passe beaucoup de temps sur terre ou si c'est un oiseau qui vole plutôt bas et qui est plutôt relié à la terre. On est vraiment sur quelque chose dans son énergie, à quoi il peut venir travailler sur nous, puisque les éléments, on les a aussi en nous. On a les 4 éléments. Là, tout ce qui est terre va nous amener justement à notre ancrage, notre posture. Si on a trop de terre en nous, on va se retrouver dans l'enlisement, la stagnation, etc. Le feu, on est sur tout ce qui est passion, feu intérieur. Si on en a trop, on va être dans la colère, dans l'empressement. L'eau, on est dans tout ce qui est intuitif, émotionnel. Si on en a trop, l'expression « j'ai l'impression de me noyer ». Voilà. Et l'air va être tout ce qui est réflexion, spiritualité, souffle de vie. Et si on en a trop, on va être trop dans la rêverie et dans l'imaginaire. Donc ça peut venir aussi nous aider à équilibrer aussi les éléments en nous en fonction de l'élément qui régit. Donc dans ce livre, je vous disais, vous avez donc 111 fiches animalières, sachant que donc certaines fiches partagent plusieurs animaux qui ont des énergies communes. Ça fait déjà pas mal de travail. Donc j'aurais envie de dire que le tome 1 se suffit à lui-même. On a dedans les plus grands, on va dire, les plus fréquents. Mais le travail se continuant sans cesse. Une fois fini l'écriture de ce livre, d'autres animaux se sont présentés à moi qui n'étaient pas de... Ils sont aujourd'hui une petite 50aine en attente de leur place qui n'y avait plus dedans, puisque en auto-édition, on est limité dans le nombre de pages. Donc vous voyez déjà que j'ai dû agrandir au maximum la taille des pages pour que tout puisse rentrer, réduire au maximum l'écriture tout en restant lisible, pour pouvoir rentrer dans les cases de l'auto-édition. Donc en septembre, je commencerai l'écriture du tome 2 avec les animaux qui n'ont pas pu trouver leur place dedans, notamment l'oursin avec lequel je travaille beaucoup en ce moment au niveau de la protection, développer justement tout ce qui est les singes et les serpents que je n'ai pas pu développer dans cet ouvrage, et puis d'autres un peu plus aquatiques. On va essayer de développer aussi le milieu aquatique et le milieu de l'air. Ils ont été beaucoup là-dedans, mais d'autres sont en attente. Le merle qui s'est fait piquer la place à la dernière minute par le toucan, donc a basculé dans le tome 2. Voilà, certains, comme les petits insectes aussi, vous avez aussi des insectes dans celui-là. Il y en a d'autres, comme le moustique, la mouche, qui attendent le tome 2. Tout ce qui est crustacé, ici vous avez par exemple la crevette et le crabe. Dans le tome 2, on aura la moule et l'huître par exemple, qui peuvent aussi venir nous aider. Voilà, vous aurez un complément d'animaux, même si celui-là vous permet déjà de faire un bon travail en attendant l'écriture, puisque celui-là a mis 4 ans pour être écrit. Je pense que je mettrai un peu moins longtemps pour le tome 2 parce que maintenant je suis rodée, mais ça va pas se faire en 6 mois, donc vous avez déjà de quoi faire avec celui-là en attendant le tome 2. Mais c'est vrai que déjà là, les premiers qui utilisent ce livre me font des retours sur des animaux qui viennent et qui sont pas dedans. Le fennec par exemple, voilà. Donc il y a quand même un petit peu de travail. Il n'y aura pas 10 tomes. Il y en a 3 grands max, 2 c'est pas mal, mais ça représente quand même pas mal de travail entre les recherches justement pour tout ce qui est le milieu naturel et la canalisation pour tout ce qui est message. Chaque fiche animalière, c'est une bonne journée d'écriture, et je ne parle pas des recherches et des retouches et des relectures, etc. etc. Donc c'est quand même un sacré travail. J'ai une question. Oui. Moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre certains animaux
plutôt que d'autres? Genre tout à l'heure, tu as dit que il y avait un animal qui s'était fait piquer la place par le toucan. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de changer? Alors, à la base, je m'étais fait donc, mon petit listing des animaux avec lesquels je travaillais régulièrement. Donc, comme je vous expliquais, c'était ceux que j'avais déjà un petit peu écrits dans mon petit bloc-notes individuel, quand je les ai repris là. L'information 111, c'est un chiffre qui est arrivé en canalisation. Je n'ai pas décidé ce chiffre, c'est arrivé comme ça. Et donc la liste s'est remplie à mesure de l'écriture en fonction de ceux qui venaient le plus souvent. Le merle était prévu dedans, effectivement, le toucan n'était pas du tout prévu à la base dedans. Je n'avais pas travaillé avec le toucan à ce moment-là. Et c'est un petit malin. Et ça va vous expliquer comment travailler justement avec les énergies animalières, parce que c'est une belle anecdote. Mon fils qui m'a suivi tout le long de l'écriture et qui était vraiment à fond dedans, tous les soirs il rentrait de l'école, il me disait alors t'as fait quel animal aujourd'hui, c'est quoi sa particularité, donc c'était beaucoup d'anecdotes rigolotes. Et il regardait à ce moment-là un dessin animé avec une créature qui est mi-toucan, mi-requin, découverte par un petit garçon qui décide de le protéger des scientifiques qui veulent le capturer. Et donc il me dit à ce moment-là, maman, est-ce que tu as fait le toucan? Et moi je lui dis non, le toucan n'est jamais venu travailler avec moi. Et puis il n'y a plus de place dans le livre, j'arrivais vraiment à la fin, il me restait une petite dizaine de fiches à retranscrire, donc je lui dis non, il n'y a plus de place et il n'est jamais venu. Et je vois cette énergie du toucan qui arrive dans mon salon et qui se positionne sur l'épaule de mon fils et qui me dit t'inquiète, je vais t'en faire de la place. Bon. Et le lendemain, je veux me faire une fiche et le toucan arrive sur mon bureau en me disant mais c'est moi, je vais te faire. Je dis non mais là c'est pas possible. Mais si tu vas en faire de la place. Et donc le merle est arrivé à côté et en disant bah, écoute s'il veut, moi il n'y a pas de souci, je peux attendre le tome 2. Voilà. Donc le merle est parti. Le toucan est arrivé. Et le toucan, justement, il a un énorme bec, mais très fragile, très creux. Il ne peut pas creuser les troncs lui-même, sinon il se casserait le bec. Donc il vient récupérer en fait un nid d'un autre oiseau, souvent les piques, puisqu'ils sont cousins avec. Souvent les piques, il vient piquer son nid. Et il se contente juste d'agrandir un petit peu le trou de l'entrée. Et puis il vient avec sa famille se mettre dedans. Donc c'est quand même pas adapté à sa taille, puisque le toucan est quand même beaucoup plus gros qu'un pic. Et quand il rentre dedans avec sa famille, normalement il est censé pas avoir de place. Et en fait il arrive à se contorsionner, c'est-à-dire qu'il met son bec le long de sa colonne vertébrale, il replie sa queue par-dessus et il se met en boule. Ce qui fait que dans ce petit espace, il arrive à rentrer avec toute cette famille. Je fais donc cette fiche avec toutes ces informations-là. Et puis, on arrive à la partie correction et mise en place du livre. Et donc, Magali, qui m'a aidée à la correction, m'envoie un message un matin et me dit, on était arrivé à peu près aux 2/3. Elle me dit, écoute, je viens de faire un test sur le logiciel d'auto-édition et on a un souci, ça rentre pas. Puisque mon manuel, à la base, faisait 800 pages. Un peu plus que 800 pages. Je lui dis comment ça rentre pas? Et elle me dit en auto-édition, ils ne prennent pas plus que 600 pages. Je dis non mais ça va pas, comment on fait? Elle me dit il va falloir que tu enlèves des animaux et que tu les passes dans le tome 2. Je dis non, ça c'est pas possible. Il y en a 111, il y en a 111 et il y en aura aussi 111 dans le tome 2, donc c'est pas possible. Il faut trouver une autre solution. Et donc là, je me rappelle du toucan qui arrive à trouver sa place et qui s'il est arrivé comme ça à la dernière minute et qui s'est un petit peu incrusté, je me dis, il a peut-être voilà, son information là-dessus, donc je le rappelle. Et je lui dis, voilà, il faut que tu m'aides à comprendre comment faire rentrer quelque chose qui ne rentre pas. Et il me répond, si ça ne rentre pas, agrandis. Donc je lui dis, non, le but c'est de réduire, tu n'as pas compris la question. Et il me dit, non, c'est toi qui n'as pas compris la réponse. Si tu ne peux pas, si tu dois réduire le nombre de pages, tu dois augmenter la taille des pages. Et donc on est passé sur le format maximum au niveau littéraire, ce qui a fait que tout a finalement rentré et que j'ai réussi à mettre mes 800 pages d'origine dans 550. Donc voilà comment le toucan, pourquoi le toucan a décidé de se présenter, puisqu'il était nécessaire
même si je ne l'avais jamais eu en soin jusqu'ici, il était nécessaire pour que cet ouvrage puisse voir le jour sans être dépossédé de son essence, puisque avant qu'il se présente, je commençais à réduire certaines choses, à enlever des lexiques, à enlever voilà, tout un tas de choses que j'essayais de réduire au maximum, enlever toutes les pages blanches, essayer de serrer au maximum, jusqu'au moment où ça ressemblait plus du tout à ce que j'avais prévu à la base. Et j'ai dit non, là on fait stop, on fait une pause, il faut que je trouve une solution. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé le Toucan et qu'il a réussi à faire tout rentrer dans cet ouvrage. Et si on n'a pas développé la capacité de la clairaudience ou de la clairvoyance, est-ce que ça reste tout aussi facile de travailler avec une énergie animalière? Oui, parce qu'on n'a pas spécialement besoin de la voir ou de l'entendre pour qu'elle fasse le travail. Avec la méditation, justement, il suffit voilà, de demander à l'énergie de venir nous aider. Et elle viendra faire le travail, même si on ne l'a pas vu ou si on ne peut pas communiquer avec. Même avec les planches à pendule. On aura l'animal, on sait à quoi il représente, on sait comment il fonctionne dans le milieu de la nature. Donc on aura facilité de travailler avec. Il est vraiment adapté à tous. Voilà, il n'y a pas besoin d'être thérapeute, praticien pour l'utiliser. Il est vraiment écrit de manière à ce qu'il soit accessible à toute personne, peu importe son avancée sur le chemin. Ce que je voulais absolument transmettre aussi dans cet ouvrage, c'est un peu la démystification de tout un tas d'animaux qui sont, à travers le temps et à travers les légendes, beaucoup mal aimés, mal connus. Notamment la pie qui porte malheur, le chat noir, voilà, certains animaux comme ça qui ont une étiquette, qui sont mal aimés. Et ça me permettait aussi, ce livre, justement, de mettre un petit peu de lumière là-dedans et d'expliquer un petit peu vraiment qu'il n'y a pas un animal mieux qu'un autre. Souvent, quand je proposais des méditations pour aller à la rencontre de notre animal nécessaire dans l'instant, à la fin, quand on faisait des tours de parole, j'avais certaines personnes qui étaient déçues parce qu'elles avaient eu le cochon alors qu'elles avaient envie d'avoir un loup, voilà, un cafard ou quelque chose comme ça, des animaux qui sont un peu mal aimés. Et dans cet ouvrage, voilà, l'information importante, c'est qu'il n'y a vraiment pas un animal mieux qu'un autre. Ils ont vraiment chacun leur propre énergie, leur propre aide. Et c'est dans la complétude en fait de tous les animaux qu'on peut retrouver vraiment un travail intéressant en profondeur. Il y a aussi une démystification aussi par rapport aux couleurs. Souvent, j'ai des personnes autour de moi qui me disent moi, mon animal médecine, c'est un pan blanc ou une panthère noire. Il faut savoir que c'est des animaux qui sont génétiquement malades. Donc ça donne quand même une information sur notre travail énergétique. Si notre animal médecine, c'est un animal malade quand même. Donc il y a vraiment voilà, cette démystification aussi de replacer l'animal dans son milieu naturel, dans son travail au quotidien, comment il se comporte dans le milieu naturel, et toute cette démystification qu'on a, nous, en tant qu'humains, entre le bien et le mal, le dangereux ou le pas, etc., etc. Ce qui est vraiment, comment je dirais, ce qui n'est pas en accord avec la réalité de la nature, en fait. Dans la nature, chaque animal a sa place, chaque chose a sa place, et tout fonctionne en symbiose. Et l'humain vient mettre son jugement là-dessus, et c'est justement ce livre une manière aussi de travailler notre jugement par rapport à tous ces animaux. Je me rappelle par exemple d'une personne que j'ai eue dans une famille de reliance qui un jour je lui dis mais toi ton animal c'est l'araignée, et elle s'est vexée parce qu'elle a les araignées en horreur, donc elle pensait que j'étais en train de l'insulter, et je lui dis non mais l'araignée c'est l'énergie qui relie, c'est l'énergie de la mer, c'est celle qui est au milieu de la toile, qui relie toutes les personnes qui n'ont rien à voir en commun et qui fait le lien un petit peu entre tout ça. Et en lui expliquant ça, effectivement, elle a fini par se reconnaître et à accueillir ça. Et son changement de regard a pu se faire au niveau de cet insecte.
Lors d'une méditation, c'est pareil, j'ai eu un jour une petite ado qui était venue avec sa mère et à la fin on fait le tour de parole et puis je vois les larmes qui montent et elle est prête à pleurer parce qu'elle a eu le cochon. Et c'est vrai que ça renvoie à toutes ces expressions, oh, la cochonne, t'es sale, donc il y a une notion de saleté, une notion de sexualité aussi malpropre, etc. Et donc elle avait cette larme à l'œil en disant mais pourquoi j'ai eu ça quoi. Et quand je lui expliquais l'énergie du cochon, que c'était la fraternité, que c'était au contraire la propreté, puisqu'il a vraiment des espaces bien différents entre son garde-manger, là où il dort, là où il fait ses besoins, etc. Que le fait que quand il se traîne dans la boue, c'est une protection, un soin de la peau, etc. Donc ça nous ramène ça aussi, au soin de la peau, etc. Là, finalement, elle a changé aussi son regard. Donc cet ouvrage, il est là aussi pour ça, pour vraiment voilà, changer notre regard sur les animaux. Peu importe celui qui nous vient, c'est celui qu'il nous faut. Parfois, on ne se rend pas compte tout de suite. J'ai eu le cas un jour où j'ai demandé un animal pour une situation donnée. La situation, c'était que j'avais des problématiques avec mes voisins au travail qui était un studio de répétition à l'époque et qui mettaient du métal, en fait, qui répétaient les concerts de métal, hard rock, du matin jusqu'au soir. Et du coup, c'était pas très compatible avec les soins que je faisais. Et je demande donc l'énergie nécessaire pour régler cette situation. Et le renard vient à moi. Et là, je ressors de la méditation d'un coup. Je dis non, je crois que vous n'avez pas bien compris la question. Je peux rien faire avec un renard là. J'y retourne et le renard revient encore. Et j'avais envoyé un message au propriétaire pour lui expliquer la problématique. Et puis le propriétaire me répond 2 jours après en me disant bah, écoutez, je peux rien faire pour eux parce qu'ils ont assez isolé. Par contre, les voisins déménagent de l'autre côté. Si vous basculez de l'autre côté du bâtiment, vous n'allez plus les entendre. Et le renard, effectivement, au-delà du côté rusé que tout le monde connaît, c'est aussi un animal qui nous permet d'aller trouver des chemins complètement différents, des chemins inattendus. C'est un animal qui nous demande d'éviter justement la confrontation et le conflit, mais qui nous demande d'observer et de trouver subtilement un chemin complètement différent. Et effectivement, moi à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de déménager. Et donc c'était une solution complètement inattendue. Donc dans le listing de chaque animal, qui est quand même assez long à chaque fois, vous allez parfois vous reconnaître, parfois non. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, de toute façon, en conscience, effectivement, puisqu'ils sont assez détaillés pour chaque situation et que peut-être en y revenant le lendemain ou le surlendemain, il y a peut-être une phrase qui vous parlait pas à ce moment-là, mais qui d'un coup va faire écho après intégration.